Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Il y aurait donc des technocrates qui nous gouvernent en caste. Et c'est Vincent Jauvert qui en parle dans La Mafia d'État. Et vous êtes journaliste pour l'Obs. Bonjour Vincent Jauvert. Bonjour. Alors, Vincent Jauvert, c'est un multirécidiviste, mais dans le bon sens du terme. Parce qu'il faut des multirécidivistes pour creuser. Vous savez, les creuse vieille taupe, disaient les marxistes. Mais lui, c'est une jeune taupe et il creuse quand même. Les intouchables d'État, les voraces, et aujourd'hui, la mafia d'État. Et oui, mais vous inquiétez pas, hein, c'est pas les Don Corleone, hein, c'est pas Marlon Brando, on ne tue pas. Non, on ne tue pas. On ne tue pas, on s'échange, on se coagule, on se congratule, on se passe le séné, la rhubarbe. Et Vincent Jauvert décrit cela, effectivement, avec énormément de détails, énormément de noms, on va en parler. C'est un livre passionnant, je vous le recommande vraiment, La Mafia d'État. Parce que ce qu'il dit, en fait, c'est combien, par exemple, entre le privé et le public, depuis les années 70, d'ailleurs vous le rappelez, il y a, c'est même pas un Pax, c'est beaucoup mieux qu'un Pax, c'est par GPA ou PMA, je ne sais pas, c'est ce que j'appelle de la financiarisation médicalement assistée. En deux mots, qu'est-ce qui se passe entre le public et le privé? Vous dites le pantouflage, je vous aurais rappelé ce que c'est que le pantouflage, Vincent Jauvert. Oui, le pantouflage, c'est la capacité qu'ont les hauts fonctionnaires, ou certains hauts fonctionnaires, d'aller vendre leur connaissance de l'État, de ses fonctionnements, de ses dysfonctionnements, de ses réseaux, de ses hommes, de vendre tout ça au privé. Et il y a maintenant ce que l'on appelle le rétro-pantouflage, c'est-à-dire le retour de ces hommes-là qui étaient dans le privé, qui reviennent dans le public, en gros pour reconstituer leur carnet d'adresses, reconstituer leur connaissance de l'État. Et repartir après peut-être. Pour pouvoir repartir après ensuite. Oui, alors ce sont vraiment des va-et-vient qui sont permis, tolérés, pour être presque encouragés. Encourager, la ministre de la fonction publique le dit, il faut que les hauts fonctionnaires, il est bien que les hauts fonctionnaires aillent travailler dans le privé. Je n'ai rien du tout contre le privé et que les fonctionnaires aillent dans le privé, mais ça dépend dans quel privé. Comme par hasard, la plupart des hauts fonctionnaires qui vont dans le privé, ils vont dans cette zone, vous savez, qui est intermédiaire entre le public et le privé. Le lobbying, par exemple, où on retrouve d'anciens hauts fonctionnaires, d'anciens hommes politiques, qui sont aussi hauts fonctionnaires, on y reviendra, aller vendre leur carnet d'adresses à des boîtes privées. C'est ça qui pose question. De même pour des fiscalistes, des gens qui à Bercy ont fait la règle fiscale et qui ensuite vont dans les cabinets, deviennent avocats de certaines sociétés qui protègent contre le fisc. Très exactement. Voilà. Encore une fois, s'ils allaient travailler dans une industrie chimique à diriger une entreprise, aucun problème, monter des start-up formidables. Mais regardez Édouard Philippe, notre homme politique le plus populaire de France, on ne le sait pas, mais 15 jours après qu'il ait quitté Matignon, il a demandé à devenir administrateur d'Atos, qui est un grand groupe qui a beaucoup de contrats avec l'État. Oui, et 15 jours après, c'est intéressant. En fait, les délais de 3 ans et compagnie, on va en parler aussi, je ne sais pas s'ils sont toujours respectés, mais ce qui est extraordinaire, ce que vous décrivez très bien dans ce livre, dans La Mafia d'État, avec des noms, mais on va en parler, on va citer, parce qu'il y a des histoires absolument croquignolesques, c'est cette porosité. C'est une société liquide, hein. C'est une société liquide et qui n'a jamais été aussi liquide depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe, et surtout d'Édouard Philippe et des gens qui sont autour de lui. Jamais on a eu des allers-retours aussi nombreux qui, sur le papier, ne posent pas de problème, mais qui, dans la pratique, en posent énormément. C'est vrai que depuis quelques années, il y a un système d'études de déontologie, mais qui marche mal, qui n'a pas assez de moyens, dont les règles sont peu respectées ou souvent pas assez hautes. Et donc, on assiste à une fusion, à une PMA, comment dites-vous, une PMA financière. Un Pax financier. Un Pax financier entre l'État, les hauts fonctionnaires de l'État et le grand public. Eh bien, on en reparle tout de suite et longuement avec Vincent Jauvert après les informations. Et évidemment, comme toujours, si ce sujet vous intéresse, vous nous appelez au 0826 300 300. Vincent Jauvert vous répondra jusqu'à 14h. Les pantoufles comme emblème de la civilisation, de la haute civilisation. Vous ne me croyez pas? Eh bien, je vous citais
illustrer un passage du livre de Vincent Jauvert. Alors vous allez voir que les mines de la Velasquez à côté, c'est un orphelinat. Le passage de témoin d'une génération à l'autre, d'après les Échos, écoutez-moi bien, auditeur de Sud Radio, parmi les PDG du CAC 40 en poste en 2020, c'est pas loin, c'était il y a un an, 10 ont fait l'ENA, 2 viennent du corps des ponts et 5 du corps des mines. Autrement dit, 17 de ces 40 patrons français, soit 42%, sont ou ont été des hauts fonctionnaires. Ce chiffre est en baisse, mais il est toujours très élevé. En Allemagne, il faut savoir, il est 10 fois plus faible. Et encore, on n'a pas ajouté les patrons des entreprises publiques tels que EDF, Areva, la RATP, ADP ou BPI France. Tous hauts fonctionnaires issus le plus souvent des grands corps. Alors justement, c'est très intéressant parce que on allait à l'ENA. Bon, l'ENA, c'est terminé il y a un an. Bon, c'est très récent. On allait pour service, c'était les grands commis de l'État. Vous en parlez, Vincent Jauvert. C'était toute l'époque de l'ardente obligation du plan, de Gaulle, Pompidou, etc. Et puis est arrivé Giscard, et puis là, ça a commencé à basculer. Rappelez-nous qu'est-ce qui s'est passé, comment s'est créée cette espèce de porosité de plus en plus grande. En fait, déjà sous Pompidou, et puis ensuite, comme vous l'avez dit, sous Giscard, quelques hauts fonctionnaires, essentiellement des inspecteurs des finances, ont commencé à pantoufler, donc à aller dans le privé. Mais ils étaient très peu nombreux, et c'est sous la gauche, étrangement, enfin plutôt sous la présidence de François Mitterrand, soyons précis, après la vague de nationalisation, puis de privatisation de 86, le grand tournant de la rigueur, enfin, voilà, etc. Et surtout les privatisations qui ont suivi la victoire de la droite, mais toujours sur Mitterrand, un grand nombre de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires de gauche, sous Mitterrand, sont passés en masse dans les entreprises nouvellement privatisées et en ont pris la direction, d'abord pour les privatiser, mais ils y sont restés. Je raconte l'histoire du patron de la CEITA. Oui, Jean-Louis Comolli. Jean-Louis Comolli, qui était patron de la douane et qui est resté patron de l'entreprise qui a pris différentes formes, qui l'a revendu à un grand groupe britannique jusqu'aux années 2000, en gagnant jusqu'à 1,2 ou 1,3 million d'euros par an. Et ça, c'est le profil d'un très grand nombre de hauts fonctionnaires, de gauche puis de droite, quand la droite a perdu, et qui sont passés dans les grands groupes. Qui ont profité du fait qu'il y avait à la tête de ces groupes qui étaient anciennement privatisés, anciennement nationalisés, des hauts fonctionnaires, des énarques. Déjà, voilà. Ils se connaissaient. Ils se connaissaient, et donc ils se sont auto-embauchés. C'est ça. Et ça continue. Oui. Et ça encore continue. Et encore, et de plus en plus fort. Et encore, et de plus en plus fort. Donc, comme je vous l'avais dit, près de la moitié, ce qui est hallucinant quand on réfléchit. Pourquoi, grand Dieu, est-ce que les grands groupes privés français sont dirigés par des hauts fonctionnaires? Et ça a une conséquence. Alors, je ne suis pas arrivé à chiffrer, je crois que personne n'a chiffré, mais je pense que ça serait intéressant que des chercheurs, moi je ne suis que journaliste, se penchent sur la question. Est-ce que le fait que ce soit des hauts fonctionnaires qui aient pris la direction de ces grands groupes n'a pas eu une influence sur la désindustrialisation de la France? C'est une vraie question. Pourquoi ? Parce que ces hauts fonctionnaires ne savaient faire qu'une chose, la finance. Ils ne savaient manier que la finance. Les chiffres. Des chiffres. En Allemagne, vous avez des gens qui ont grimpé et qui sont devenus à la tête. Donc, ils connaissent leur entreprise. Ils aiment leur entreprise, donc ils essaient de la développer dans leur pays. En France, ces grands patrons-là ont cherché les coûts les plus faibles de façon à rentabiliser les investissements et à faire plaisir à leurs actionnaires, au passage à eux-mêmes, puisqu'il y avait les stock options. Oui, c'est ça. Il ne faut pas oublier qu'ils se servaient aussi. Ils se servaient aussi. Et donc, ils ont désindustrialisé la France. Alors, c'est sans doute pas la seule raison, mais je pense que ça vaudrait le coup de l'étudier. Mais vous posez deux questions qui sont importantes, Vincent Jauvert, vous les posez dans votre livre. Vous dites d'un côté, effectivement, ces fonctionnaires ne connaissaient pas l'entreprise en tant que telle. Enfin, ils n'ont pas été formés pour ça. L'ENA n'est pas une école d'entreprise, c'est pas l'INSEAD et autres. Et puis deuxièmement, et vous l'avez au début de l'entretien, vous l'avez souligné, c'est qu'on comprend que vous dites qu'ils aillent dans telle ou telle entreprise, mais quand il s'agit de gens qu'ils ont connus en tant que fonctionnaires, qu'ils étaient chargés de surveiller en tant que fonctionnaires,
fonctionnaires. Et il y a quand même des exemples assez incroyables. Je voudrais passer à la finance. Le fameux parquet national financier dont on a beaucoup parlé, avec l'affaire Fillon, etc., etc. Eh bien, le procureur adjoint Éric Russo est passé à un avocat de Queen Emmanuel. Et racontez-nous, parce que c'est une histoire tout à fait étonnante, exemplaire. Oui, ce magistrat est un grand magistrat qui a réussi de formidables affaires en matière de... Oui, il a fait payer beaucoup de corrupteurs. Il a fait payer beaucoup de corrupteurs, de gens qui avaient surtout fait sortir de l'argent, donc très très fort. Et donc évidemment, les grands groupes privés et les avocats en la matière avaient envie de l'avoir. Et il y est allé, et il a eu le droit, parce que il a eu le droit parce qu'il a joué très finement avec les règles d'installation des avocats. Je ne vais pas entrer dans les détails. Dans l'illégalité, bien sûr. Il n'est pas dans l'illégalité. Et puis parce que la commission de déontologie, ou plutôt aujourd'hui la haute autorité transparence de la vie publique, n'a pas à juger, à trancher les affaires concernant les magistrats. Donc il est passé entre les mailles du filet. Et évidemment, c'est une affaire très choquante. Il n'est pas le seul. Non, c'est clair. Mais enfin, c'est vrai qu'on peut se poser des questions, puisque le cabinet où il est chargé de protéger effectivement contre le parquet national où il était. Quoi. Alors, enfin, quelque part. Il dit, et alors on n'a pas raison de ne pas le croire, qu'il ne va pas évidemment avoir comme client des entreprises sur lesquelles il a travaillé. Évidemment, on va le croire. Oui, enfin c'est... Et alors l'autre chose intéressante, c'est que vous parlez, alors vraiment, ça fourmille d'exemples, il faut le lire, parce que aussi, alors les relations, les liaisons dangereuses ou pas, entre Bercy et les banques. Comment on passe de Bercy aux banques et des banques à Bercy? Alors ça, c'est presque vieux comme la République, mais particulièrement sous la Ve et particulièrement ces dernières années. Le cas le plus emblématique, c'est l'ancien patron de la BNP qui est devenu patron de la Banque de France. Rien que ça. Donc tout est dit. Inspecteur des finances. Là encore, je ne remets pas en cause ses qualités, ses capacités, ni son honnêteté. Mais beaucoup d'économistes, beaucoup de gens à l'époque se sont plaints de cette porosité dans ce sens-là, parce que, évidemment, il y a conflit d'intérêts. Conflit d'intérêts ne veut pas dire que les gens sont malhonnêtes, ça veut dire qu'ils sont en situation réelle de pouvoir profiter d'eux. Ça ne veut pas dire qu'ils le font, mais bon, il y a suffisamment de banquiers sur la place de Paris et de spécialistes de la finance pour en prendre d'autres tout de même. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le problème, c'est que vous faites des études, et c'est très bien, et ce sont des gens d'ailleurs brillants, souvent, et très brillants. Ils font des études, mais après... Et alors c'est intéressant parce que vous les interrogez, vous avez interrogé par exemple Guillaume Pépi, l'ancien patron très connu, presque emblématique de la SNCF, et lui, alors... Racontez-nous un peu, pas seulement sur Guillaume Pépi, comment se passe ce formidable, il faut expliquer ça aux auditeurs de Sud Radio, les jetons de présence, comment ça se passe, comment ça se déroule ça? Alors, Guillaume Pépi, jeton de présence, Pépi m'intéressait parce que c'est un haut fonctionnaire très connu. Il n'est pas haut fonctionnaire parce qu'il était patron de la SNCF, c'est pas un job de haut fonctionnaire, mais parce qu'il il l'est toujours, enfin il a démissionné il y a quelques semaines, conseiller d'État, comme Édouard Philippe d'ailleurs. Et il était au plafond des rémunérations du patron de la SNCF, qui est de 450 000 euros par an. Ce qui est tout de même pas mal. Pas mal, 40 000 euros par mois, ça permet de voir venir. Bon. Et il le dit lui-même. Il se plaignait un peu, ou du moins son entourage trouvait étrange qu'il ne bénéficie pas, comme les autres, de variables, de rémunération variable. Vous voulez dire un peu de supplément, quoi. Un peu de supplément. Et comme il était au taquet, au maximum, il fallait trouver autre chose. Et on l'a trouvé d'être membre d'un conseil d'administration d'une grande entreprise privée dont l'État était actionnaire. Et c'était ça son variable. Ce sont donc des jetons de présence. On appelle ça des jetons de présence. Alors en fait, on n'appelle plus ça des jetons de présence désormais, je vous l'apprends. Oui, dites-moi. On l'appelle ça comment? Des rémunérations, j'ai oublié, quelque chose comme rémunération. On ne dit plus jeton de présence. On n'est plus jeton de présence, d'accord. Non, c'est intéressant parce que le nombre d'exemples soit de fonctionnaires, soit qui ont ça, c'est énorme. Et alors, j'ai découvert que c'était illégal. Et plus précisément, j'ai posé la question au patron du Conseil d'État, dont dépend
Guillaume Pépi, et qui est le patron de la fonction publique, le patron du Conseil d'État, qui m'a dit, écoutez, je ne sais pas, je vais faire travailler mes équipes. Et effectivement, ils ont découvert que c'était illégal. On ne pouvait pas être à la fois fonctionnaire et être membre dirigeant d'une entreprise privée. J'ai demandé à Guillaume Pépi s'il allait rembourser. Et c'était quand même, je crois, que de l'ordre de 200 000 €. Il a dit que c'était, comment dirais-je, il était de bonne foi, donc voilà. Écoutez, voilà, 200 000 €, écoutez, c'est bien, mais enfin, on va faire confiance à la bonne foi de Guillaume Pépi pour un moment. À tout de suite. Et évidemment, on continue à parler de cet entre-soi dans les élites, dans le privé comme dans le public. Vous réagissez au 0826 300 300. Vincent Jauvert reste avec nous jusqu'à 14h. Et nous sommes toujours avec l'Elliott Ness de la mafia l'État, Vincent Jauvert, qui ne fait pas de quartier. Alors revenons quand même à notre chouchou, absolument. D'ailleurs, il se prépare. Il vient de faire un nouveau parti qui s'appelle Horizon, et l'Horizon, c'est une ligne qui va très loin, qui ne s'arrête jamais. Édouard Philippe, le chouchou, peut-être, d'ailleurs, on dit, il va peut-être se présenter au pape, pas tout de suite, mais dans 5 ans, etc. Mais je voudrais qu'on revienne, parce que vous en parlez longuement dans votre livre, Vincent Jauvert, sur justement pas les conflits d'intérêts, mais enfin les va-et-vient, les allées-venues d'Édouard Philippe. Alors, si vous voulez bien, je remonterai un tout petit peu en amont. Édouard Philippe, pour moi, c'est l'archétype de cette mafia d'État. Encore une fois, pas sous l'angle criminel. Oui, bien sûr. Bien entendu. Soyons clairs. C'est la métaphore. On peut parler de caste. Voilà, c'est de ça dont il s'agit, bien sûr. Bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'il est... Pour moi, la mafia d'État, c'est ce groupe de hauts fonctionnaires qui sont à la fois, ou successivement, hauts fonctionnaires, hommes politiques, et maintenant, hommes d'affaires. Autrement dit... Ou les trois à la fois ou successivement, c'est ça. Autrement dit, tous les pouvoirs, ils tiennent tous les pouvoirs. Le pouvoir administratif, ce qui est normal, le pouvoir politique, ce qui ne l'est pas, ça date de Gaulle, je peux vous raconter pourquoi, avec donc Emmanuel Macron, mais aussi François Hollande, Jacques Chirac, Édouard Philippe, Jean Castex, tous des hauts fonctionnaires. Et également des grands patrons. Et maintenant, ces hommes politiques qui sont des hauts fonctionnaires deviennent aussi grands patrons. Donc, ils fusionnent les trois élites. Donc, ils ont tous les pouvoirs, pratiquement. Enfin, et ils appartiennent aux trois élites. Et c'est vraiment un casse-tête démocratique. La démocratie, c'est les contre-pouvoirs. Et là, de ce point de vue-là, il n'y en a plus ou plus beaucoup parce que tous se connaissent et c'est le règne de l'entre-soi. Alors, Édouard Philippe, il est membre du Conseil d'État, il l'est toujours, il n'a pas démissionné. Donc s'il veut revenir, il peut revenir. Il est toujours membre du Conseil d'État. Il peut revenir quand il veut. Quand il veut. Quand il veut. Enfin, pour ça, il faut démissionner d'autres. Rien du tout. Non. Il faut démissionner. Alors, il faudra qu'il démissionne de son poste d'administrateur d'Atos, puisque comme on vient de le dire pour Monsieur Pépi, on ne peut pas être administrateur d'un grand groupe et être haut fonctionnaire. D'accord. Mais il peut revenir quand il veut au Conseil d'État et percevoir une rémunération de l'ordre de 8 à 9 000 € par mois. Je ne dis pas que c'est trop élevé. 8 à 9 000 € par mois. Je ne dis pas que c'est trop élevé, non, mais c'est un fait. Les auditeurs Sud Radio seront ravis d'entendre ça. Ah mais oui. C'est le salaire d'un ministre. Enfin, c'est un peu moins que le salaire d'un ministre, en gros. C'est le salaire d'un ministre. Et donc, Monsieur Philippe a été lobbyiste, c'est-à-dire qu'il lobbyiste de l'entreprise Areva, c'est-à-dire qu'il allait le nucléaire, c'est-à-dire qu'il allait voir les députés pour vendre l'entreprise, la défendre. Et donc ensuite, il est devenu député. Ce qui est légitime. Ce qui est parfaitement légitime. Alors, ça allait un tout petit peu moins, sachant qu'il est aussi donc membre du Conseil d'État. Et le Conseil d'État, ça fait aussi la loi d'une manière ou d'une autre. Donc, mais ça, c'est le mal français, c'est-à-dire cette espèce de confusion des genres généralisée. Le Conseil d'État, à la fois, il est tribunal administratif et en même temps, il conseille le gouvernement. Alors, Areva, donc il a été Areva. Et donc, Areva, ensuite, il devient député, et ensuite, comme on sait, il devient ministre et Premier ministre. Et puis ensuite, il prend la direction, il devient membre du conseil d'administration d'Atos. Et ça, c'est le seul, dans l'histoire de la République française, de la 5e, à avoir fait un parcours de ce genre aussi rapidement. Jamais.
Ah oui, c'est vraiment le seul. Oui, aucun Premier ministre haut fonctionnaire n'est devenu membre d'un conseil d'administration d'un grand groupe quelques semaines après avoir été Premier ministre. 15 jours, vous dites. Enfin, il a fait la demande 15 jours après. Donc on peut imaginer qu'il avait discuté avant. Mais on ne le dit pas parce que non, bien sûr. On risque quelque chose. Oui, c'est clair. Et justement... Et donc il y en aura sûrement d'autres. Là, quand ils vont commencer à tous à partir, vous allez voir. Vous allez voir la fuite vers le privé. Et là encore, ce n'est pas mal en soi, mais Atos a plein de contrats avec le privé, avec le public, au moment même où Édouard Philippe était Premier ministre. C'est ça qui pose problème. Et donc on verra ce qui va se passer. En fait, on recrute les experts, les affranchis, quelque part. Oui, plus les affranchis que les experts. Je ne crois pas du tout que M. Philippe soit expert ni en business, ni en informatique. C'est clair. Mais il a un bon réseau. Mais il a, en international. Fait, ce qui compte, c'est le carnet d'adresses. C'est ça. Voilà. Je fais un beau carnet d'adresses. Et alors, le patron de la Haute Autorité pour la Transparence de la vie publique, quand je pose la question, mais pourquoi est-ce que vous avez laissé faire ? Il dit, j'avais pas les éléments pour. Il fallait des preuves écrites qu'il avait contrôlées Atos pendant qu'il était à Matignon. Mais il dit, mais quand même, je trouve qu'il y a des lois à l'étranger qui interdisent un Premier ministre pendant 5 ans de rejoindre le privé, qui sont peut-être pas mal. Il n'est pas allé plus loin, mais on comprenait bien ce qu'il voulait dire. Alors il y a aussi en conclusion de votre livre, Vincent Jauvert, je voudrais lire quelques lignes de cette conclusion, c'est intéressant. On parlait d'Édouard Philippe en matière de transparence des rémunérations. Vous savez que Emmanuel Macron avait dit qu'en tant que candidat, il allait s'attaquer aux privilèges hors du temps, oui, le monde ancien. Et le monde ancien, il est là. Hein. Il a rejeté, donc Édouard Philippe, le gouvernement, les propositions de parlementaires qui exigeaient la publication par la Haute Autorité de Transparence de la vie publique des salaires individuels des très hauts fonctionnaires. Pourtant, cette obligation de transparence pèse depuis 2013 sur les députés, les sénateurs, les maires et même les conseillers régionaux, souvent bien moins puissants que la plupart des grands commis de l'État. Et d'ailleurs, étrangement, vous le dites, c'est intéressant, Emmanuel Macron lui-même a refusé de rendre publique sa fiche de paye, bien que la commission d'accès aux documents administratifs se soit exprimée en faveur de cette communication. On va lui poser la question, hein, peut-être... Si, c'est public maintenant. On sait combien il gagne. Depuis quand, alors ? Depuis que François Hollande a baissé la rémunération du président de la République et du Premier ministre de 30%. Pourquoi vous l'écrivez alors, puisqu'on le sait ? On connaît, mais il a refusé de la donner. C'est ça qui est hallucinant. Lui a refusé de la donner. Sa propre fiche de paye, parce qu'il y a peut-être des adaptations particulières à lui, de sécu, je sais pas quoi. Vous voyez, mais les revenus, on le connaît, c'est 15 000 euros bruts par mois. Ce qui est pas énorme pour une baisser de 30% par François Hollande. Alors, ce que vous avez dit pour Édouard Philippe est vrai. Pour Emmanuel Macron, je suppose que vos auditeurs vont pas aimer ce que je vais dire, mais tant pis. Emmanuel Macron, lui, essaye encore de faire des choses. C'est vrai que la suppression de l'ENA qui va commencer là, en janvier. La suppression. Quand il fait des bonnes choses, il fait les bonnes choses. Je ne sais pas si vous le savez, mais quand même, il a supprimé l'inspection des finances. Quand même, c'est pas rien. En France, c'est pas rien. C'est peut-être qu'un symbole, mais c'est un symbole très fort. Alors, il y a plein de choses qu'il ne fait pas, en particulier remettre en cause le fait que les hauts fonctionnaires puissent rentrer dans la vie publique, dans la vie politique et revenir comme hauts fonctionnaires. Oui, ça, il l'a pas fait. Ça, il l'a pas fait. Mais néanmoins, il a initié un mouvement sur lequel il sera très dur de revenir, à mon avis. Et écoutez, on va voir, parce que le problème, c'est la force d'inertie agissante de l'entre-soi. On va en parler tout de suite après ceci et avec les auditeurs de Sud Radio. Eh bien, écoutez, nous étions tout à l'heure avec le maire de Saint-Jouard en Haute-Savoie. Et bien, cette fois, nous allons en Savoie avec Jean-François qui nous appelle au 0826 300 300. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour Jean-François. Bonjour, Jean-François Verneau à l'appareil. Oui. Je vous appelle et puis je vais contextualiser mes propos. Allez-y. Et qui seront en raccord avec votre émission La Mafia d'État. Vous avez reçu fin de semaine dernière, Charles Pratt. Oui. Vous avez reçu, ou tout au moins Sud Radio a reçu ce matin Xavier Bertrand. Ma question était la suivante. Quelle est la forme juridique des URSSAF ? Sachant que elles sont des personnes morales de droit privé, donc des entreprises privées. Et il y a en effet cette porosité entre le public et
le privé. Oui. Voilà. Donc, c'était l'une de mes questions. Et idem pour le défunt RSI, puisque en fait, c'est Xavier Bertrand, en 2005, qui a supprimé toute notion du code de la mutualité concernant l'URSSAF et le RSI. Et aujourd'hui, devant la justice, devant les chambres sociales, on nous refuse cette notion de mutualité des URSSAF et du défunt RSI. Ce qui fait qu'en France, actuellement, les politiques, avec la complicité des magistrats aux ordres, ils le sport national, c'est de cogner sur les entrepreneurs. En revanche, dans le même temps, il faut savoir qu'un entrepreneur, c'est 1500 € d'amende civile. Amende civile, pourquoi ? Si vous contestez le fait que l'URSSAF est une, tout au moins, si l'URSSAF est une mutuelle. Alors écoutez, là vous entrez dans un problème technique. Je ne sais pas si, très sincèrement, je ne sais pas si on peut vous répondre. Nous ne sommes pas des experts, et Vincent Jauvert non plus, et moi non plus, de savoir si l'URSSAF est une mutuelle ou pas. J'enregistre ce que vous dites, et puis on va enquêter là-dessus. Mais nous, ni moi ni Vincent Jauvert, nous sommes journalistes et écrivains, et nous ne sommes pas en mesure de vous dire si c'est une bonne chose ou pas. Mais en tout cas, on l'a enregistré et on va enquêter là-dessus. Et nous allons maintenant à Aix-en-Provence, avec Gérald. Bonjour Gérald. Bonjour Gérald. Bonjour. On vous écoute Gérald. Merci de m'accueillir à l'antenne, merci à vous. Je voulais intervenir, rebondir pour faire un petit peu écho au sujet du jour, en fait. Oui. Notamment concernant les conférences rémunérées données par certains présidents. Alors là, directement, je vais parler de Nicolas Sarkozy, puisque pour lui, ça a été pointé à travers plusieurs journaux, les Échos, le Parisien, BFM, la Tribune, le Point, etc. D'accord. On parle de conférences rémunérées à hauteur de 100 000 € ou plus, un petit peu partout sur Terre. On parle de Goldman Sachs, la Qatar National Bank, et tout ça, bien entendu, en continuant d'être rémunéré, si je ne me trompe pas, à vie par les citoyens. Je trouve qu'il y a comme un gros malaise à ce niveau-là, compte tenu que ce sont des personnes qui ont été dépositaires de la plus haute autorité de l'État. Il y a tout un tas de choses dans le fonctionnement qui nous échappent complètement, à tort ou à raison. Je me demande si tout ça est bien normal. Alors justement, parlons-en. En fait, ça c'est une pratique qui n'est pas seulement française mais internationale. Vincent Jauvert, c'est vrai qu'il y a énormément de présidents après leur mandat, qui font des conférences très très grassement payées. Oui, absolument. Les Français ont commencé tard par rapport aux pays anglo-saxons, mais c'est vrai. Je comprends la remarque de notre auditeur. C'est vrai que à la fois être payé comme ancien président, toucher une retraite confortable. Plus comme membre du Conseil constitutionnel. Alors, c'est pas le cas de Nicolas Sarkozy parce qu'il ne siège pas, mais il pourrait. Et en plus, être rémunéré pour des conférences dans les entreprises privées, voire des États. Oui, ça pose question, c'est vrai. C'est pas illégal, mais ça pose question. Merci Gérald pour votre question. Nous sommes maintenant avec Julien qui nous appelle de l'Essonne. Bonjour Julien. Oui, bonjour Julien. Oui, bonjour André, bonjour Augustin, bonjour à Monsieur Jauvert. Félicitations pour son courage, effectivement très intéressant parce que c'est des sujets qui reviennent régulièrement sur la table. Je vous écoutais la semaine dernière André avec votre invité le député Marlex concernant la corruption, Alstom, etc. Mais enfin écoutez, mais on marche sur la tête. Vous avez actuellement le pacte de corruption autour d'Alstom
sommes, alors là, il n'y a pas un mot, on sent que la justice est véritablement en train de freiner tout ce qui pourrait desservir M. Macron. Ça rejoint d'ailleurs ce que disait l'ancien juge Claude Butin, ne faites plus confiance à la justice de votre pays, mais on en est là. Vous avez des croisements d'intérêts, que ce soit dans l'administration, en politique, dans les entreprises, où en fait, on s'aperçoit que depuis que M. Macron est arrivé au pouvoir, tout est confisqué, il n'y a plus d'opposition. Regardez ce qui s'est passé, je fais le lien avec les 3 sujets du jour, l'Union européenne, le pass sanitaire et la mafia d'État. Vous avez en bout de course, comment dirais-je, des députés qui sont absents de l'Assemblée nationale sur un sujet aussi important, une opposition totalement couchée. Vous avez dans le même temps, pas totalement. Vous avez eu des voix discordantes, mais enfin très peu. C'est un scandale. Ça devrait être obligatoire. Je suis d'accord. On est d'accord. Et ce dont les gens n'ont pas conscience, c'est de voir que M. Macron, encore une fois, je l'avais déjà dit, est un VRP de l'industrie pharmaceutique. Et si ce monsieur repasse, mais il faut bien comprendre que ce sera la vaccination obligatoire, la casse du code du travail, la casse du CDI, la casse des services publics, et il y a même un médecin en off, comme on dit, qui avait révélé à M. Philippot lors d'un entretien que le pass serait à vie, ce serait 2 doses par an. Si on n'arrête pas cette folie maintenant, ça va être... On va voir, écoutez, moi je vais vous dire, André, je suis pas très... vu l'opposition qu'il y a dans les médias, dans la presse, dans les radios, à part un peu Sud Radio, et dans l'hémicycle, c'est quand même extrêmement inquiétant de voir la soumission, j'en terminerai par là, la soumission aux intérêts américains, quand vous voyez que notre souveraineté, on est en train de la donner totalement à Bruxelles, et que même le fait qu'il y ait 50 agents de la CIA dans les mêmes locaux que le Figaro, ça ne choque personne. Ah ça, voilà. Attendez, je vous laisse la responsabilité de cette affirmation, parce que pas moi, ça... c'est Juan Branco. Oui, mais enfin bon, Juan Branco, écoutez, moi, ça, je vais vous dire, ça, vous, encore une fois, vous prenez la responsabilité. Moi, je ne corrobore pas une affirmation sans l'avoir effectivement vérifiée, parce que c'est trop facile. C'est public, hein. Oui. Écoutez, j'en sais rien, mais ça, bon, vous le dites, vous avez tout à fait le droit de le dire, mais moi, là, tant qu'on ne l'a pas vraiment 50 CIA dans le Figaro, mais c'est pas ça, c'est pour moi, enfin, ça ne veut rien dire tant que je n'ai pas la preuve. Ça pose un problème de souveraineté. Non, mais je vais vous dire, Juan Branco peut dire ce qu'il veut. Moi, je déteste les affirmations quand elles ne sont pas prouvées. Ça, c'est pas possible. On ne peut pas faire ça. Ça, c'est... visiblement, il a investigué. Moi, alors, vous avez raison, il faut toujours rester sur le voilà, parce que c'est pas parce que... Non, ce que je veux dire... Non, mais Julien, sur le reste, on va en parler. Mais ce n'est pas parce que c'est Juan Branco qu'il est parole d'évangile. Ça, je suis pas du tout d'accord. Alors, quand on colporte ça, on regarde, on se... Bon. Mais ça, ce n'est pas... C'est un détail, c'est une anecdote qui, à mon avis, est fausse. Mais je reviens à l'essentiel. C'est vrai, Vincent Jauvert, est-ce que... Alors, je reviens à l'essentiel et à cette mafia d'État que vous décrivez. Est-ce que ça, quelque part, vous avez dit quelque part, est-ce que ça n'a pas contribué à la désindustrialisation? Vous en avez parlé, et c'est une vraie question. Est-ce que, comme dit Julien, en tout cas, est-ce que ça n'a pas contribué aussi à peut-être cette espèce de je ne dirais pas de passivité, mais de d'émollience et de perte de pouvoir sur tous les plans? C'est ce que raconte très bien le député Marlex, qui est... Pourtant, je travaille à l'Obs, donc journal plutôt de gauche, et lui est à LR, mais pour lequel j'ai le plus grand respect, parce qu'il s'est battu pour les questions de déontologie, et aussi dans cette affaire d'Alstom. Et Alstom, comme il le raconte très bien, c'est le laisser-aller, comme il le dit bien, des élites, de ces élites-là, pas de toutes les élites, on va pas généraliser, mais de ces élites-là, à ce moment-là. Mais c'est important. Et c'est important, et d'autant plus que certains en ont bénéficié personnellement. Là aussi, des questions se posent sur le fait que ces gens-là touchent, comme on dit, certains d'entre eux, pas tous, certains d'entre eux sur le délitement de l'industrie française. Et donc là, sur ce plan-là, et uniquement sur ce plan-là, je partage le point de vue de Julien. Oui, tout à fait. Et il faut le dire, parce qu'il y a cette cupidité où on met son intérêt privé avant l'intérêt public et collectif. C'est quand même un vrai problème. Oui, c'est pas nouveau, la tentation. Non, c'est pas nouveau, sauf qu'ils ont les moyens de le faire parce qu'ils sont à l'interface entre le public et le privé. Absolument. Et qu'ils ont des amis, les anciens d'école à côté. Alors, dites-moi juste un mot avant de prendre notre prochain auditeur.
vous dites que malgré sa promesse de 2017, Emmanuel Macron n'a pas remis en cause le droit de tout pantoufleur à revenir à l'administration. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas Macron qui l'a créé, hein, ça existe depuis 40 ans et plus, 50 ans on peut dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le va-et-vient peut continuer en toute légitimité. Alors, en toute légitimité, oui, en toute légalité, pas toujours, puisqu'il y a une haute autorité qui régule, qui étudie ces passages et ces allers-retours, qui est dirigée par des gens qui sont très compétents, avec des équipes qui sont plus larges qu'avant, mais dont les textes qu'ils utilisent sont limités. Par exemple, il faut avoir contrôlé une entreprise précise pour ne pas pouvoir aller dans cette entreprise précise. Ouais. Mais un secteur, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est ça. Donc, et ça, quand même un peu. Hein. Et ça, la haute autorité me l'a dit. Mais écoutez, là, moi, je peux rien faire puisque la personne qui contrôlait ce secteur-là ne contrôlait pas cette banque, par exemple, précise. Oui. Voilà. Et puis, depuis Nicolas Sarkozy, avant Nicolas Sarkozy, il fallait pas avoir contrôlé une entreprise depuis 5 ans pour pouvoir y aller. Nicolas Sarkozy a fait passer ce temps de 5 à 3 ans. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire on a fait un peu de douceur. Hein, on a buttress, comme on dit. En termes galants, ces choses-là sont dites. Buttress, en tout cas, vous n'avez pas 3 ans pour nous appeler. Vous nous appelez maintenant au 0826 300 300 jusqu'à 14h pour poser vos questions à Vincent Jauvert. Et Vincent Jauvert reste avec nous encore un quart d'heure pour ce livre La Mafia d'État. Vous posez vos questions au 0826 300 300 et c'est ce que fait Olivier qui nous appelle du Val-de-Marne. Bonjour Olivier. Oui, bonjour Olivier. André, bonjour Monsieur Jauvert. Bonjour. En fait, moi, je pense qu'on pourrait résumer son livre comme l'endogamie sociale et économique, s'il est d'accord avec moi. Oui, tout à fait. Et politique. Et politique, tout à fait. Il y a aussi une chose à savoir, c'est par exemple pour les fortunes personnelles et les grands groupes économiques, les entreprises, on va engager des fiscalistes de Bercy, donc des anciens fonctionnaires, pour contrer Bercy même. Ça, c'est une chose à savoir. Secondo, il faudrait, c'est vrai, avoir des lois pour, comme à l'étranger, si vous êtes fonctionnaire et que vous allez dans le privé, il est interdit de revenir dans le public. C'est-à-dire, c'est une fin de non-retour, voilà. Même au niveau européen, je ne sais pas si vous vous rappelez en 2016, José Manuel Barroso qui était parti, un ancien maoïste, et il est chez Goldman Sachs et la rémunération était de 5 millions d'euros à l'époque déclarée dans certains journaux. Oui, Barroso, le Manuel Barroso de l'Union européenne, en fait, de la Commission européenne. Et ça a révolté les fonctionnaires de l'UE, mais c'est vrai qu'en France, on a non seulement une société de classe au niveau des élites, elles soient politiques et économiques, et ils se reproduisent entre eux. La société sur le mérite n'existe plus tellement, malheureusement, et c'est vrai que pour les entreprises, le trio de tête, c'est HEC, l'IX et l'ENA, alors que d'un côté, vous avez aussi vous avez moins d'ingénieurs, il en faudrait plus dans les entreprises pour diriger, puisque une entreprise, c'est une architecture, et il faut qu'elle tienne sur ses fondations solidement, et vous avez des Saint-Cyriens qui sont des militaires, proprement dit, mais qui pourraient avoir fait leur preuve dans le domaine militaire, des troupes, l'ordre, et pourraient aussi être d'excellents PDG, bien entendu. Donc c'est vrai qu'il y a plein de choses. Juste une dernière question, est-ce qu'il y a des énarques qui ont fait carrière à l'étranger, sans revenir dans le fonctionnariat français, mais qui sont définitivement expatriés à l'étranger comme PDG ou ancien PDG de grands groupes à l'étranger? Bonne question. C'est une formidable question. Vous savez, la haute fonction publique dit souvent... nous sommes là, vraiment, les hauts fonctionnaires disent on a la meilleure haute fonction publique au monde. Moi je dis mais attendez, mais c'est quoi le critère exactement? C'est le fonctionnement des hôpitaux, c'est le fonctionnement de la police, c'est le fonctionnement de la justice, c'est le fonctionnement de l'éducation, ou tout, c'est-à-dire des secteurs régaliens, vraiment ceux dont l'État doit s'occuper, ça marche si bien que ça? Eh bien, il y a un autre critère, vous avez tout à fait raison de le dire, c'est ces gens-là, ils vont pas à l'étranger parce qu'ils sont pas particulièrement compétents. Parce que personne les engage. Mais non. Alors il y en a peut-être quelques-uns, je sais pas, sans doute, mais non. Alors, ils ont fait des études solides, bien sûr, mais pas au point de diriger à ce point l'ensemble de la société française. Non, c'est illégitime. Ouais. Mais vous êtes nombreux encore à nous appeler, on va vous donner la parole. Nous sommes avec Yvette qui nous appelle de Perpignan. Bonjour Yvette. Oui, bonjour Yvette. Bonjour.
Bonjour messieurs. Non, je voudrais poser une question au monsieur. Parce que tout à l'heure, il a dit que monsieur Macron, il gagnait 15 000 par mois, c'est ça? Oui, c'est ça, un bruit. 15 000 Oui, euros. voilà, 15 000. Mais alors, est-ce qu'il paye un loyer, de l'eau, de l'électricité, tout son personnel et tout ça? Ou est-ce que c'est 15 000 tout le monde n'est pas le général de Gaulle, madame. Tout le monde n'est pas le général de Gaulle qui lui-même payait son électricité et ses repas lorsque c'était en famille. Ouais. Et je ne sais pas. Donc, si je comprends bien, 15 000, c'est son argent de poche, quoi. Je pense. Alors, il y a maintenant un rapport de la Cour des comptes tous les ans sur les dépenses précises de l'Élysée. Il faudrait regarder. Je ne sais pas. Je ne crois pas, mais je ne suis pas sûr. Merci. Ah oui, je vois. Bon, merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci Yvette. Et un appel au 0826 300 300. Nous allons maintenant à Valence avec Joël. Bonjour Joël. Oui, bonjour Joël. Oui, bonjour Monsieur Joven, bonjour André. Tout d'abord, je voulais faire un petit aparté par rapport à Monsieur Macron qui est allé en visite à Marseille. Il a certainement de très bons conseillers qui lui auront rappelé dans les petites fiches que la dernière révolution française avait démarré avec force par la voix des Marseillais. Donc Monsieur Macron, qui est bien conseillé, s'est empressé cette fois-ci d'aller leur faire plein de cadeaux, plein de promesses. Il les aime, en disant qu'il allait désamorcer quelque chose. Alors aujourd'hui, j'entends sur votre radio avec satisfaction qu'il y a un petit groupe de rebelles en Savoie-Haute-Savoie que je salue et que je vous remercie. Ça fait plaisir. Donc ils vont sûrement dans quelques temps avoir aussi plein de cadeaux et plein de promesses de Monsieur Macron. Mais en fait, pour coller à l'intervention de Monsieur Jover, je voudrais revenir sur les retraites, parce qu'avec le Covid, on ne parle plus des retraites. Il n'y a plus de retraités dans la misère, il n'y a plus de problème. Monsieur Macron, qui avait promis de saccager nos systèmes de retraite pour les donner à BlackRock, entre autres. Moi, je voudrais savoir nos élus, nos chers élus, là, qui nous racontent plein de choses à longueur de temps. Quand ils sont députés 5 ans, ils ont une retraite. Ensuite, ils vont députés sénateurs, ils ont une retraite. Ensuite, ils vont passer au Conseil d'État, ils ont une retraite. Tout à l'heure, on parlait d'un monsieur qui a été ministre, puis Premier ministre, et puis qui va goûter un peu dans le privé, et puis qui revient. Alors, je voudrais savoir quand même, ces gens-là, combien de retraites ils peuvent cumuler quand on a des Français à 800 €, 700 € par mois, ces gens-là qui nous expliquent comment vivre, combien de retraites cumulent-ils à un moment ? Oui, alors c'est bonne question à Vincent Jauvert. Est-ce que les retraites sont cumulées? Enfin, il y a des parce qu'on avait parlé juste un mot. C'est François Hollande qui recevrait en cumulant, 35 à 36 000 € par mois de retraite. Oui, cumule. Ouais. Alors c'est pas les retraites des élus qui sont les plus élevées. Détrompez-vous, monsieur. Les élus, ils gagnent pas très bien leur vie relativement à la charge de travail et leurs retraites sont pas très élevées. C'est pas eux qu'il faut viser, si tant est qu'il faille viser quelqu'un. Ce sont les hauts fonctionnaires qui, eux, ou alors ceux qui ont été hauts fonctionnaires. Regardez Martine Aubry, par exemple, vous voyez, c'est à la gauche. Elle n'a jamais siégé au Conseil d'État, dont elle est membre, et elle touche une retraite très confortable du Conseil d'État aujourd'hui. Alors qu'elle n'a jamais siégé. Alors qu'elle n'y a jamais siégé, sauf les 4 premières années après l'ENA. Et elle est, à la fois, elle est aussi maire de Lille, comme on le sait, et présidente de la... Mais en général, alors justement... Donc c'est pas les élus. Les élus en France, il faut pas être injuste avec eux, ils sont bien plus mal payés qu'ailleurs dans le monde, ils disposent de peu de moyens, et je pense que la démocratie irait mieux si justement ils disposaient de plus de moyens. Oui, mais là vous parlez des élus de base, vous ne parlez pas des élus ministres, premiers ministres, ce ne sont pas des élus, André. Oui, c'est vrai, pardon. Non, je pensais aux politiques en fait. Non, les élus, c'est-à-dire les oui, vous voulez dire les parlementaires. Parlementaires, conseillers municipaux, maires et compagnie. Oui, alors les maires, quand ils cumulent, ça commence à être correct. Un maire peut cumuler jusqu'à 8 000 € bruts par mois, ce qui est quand même mais pas mal. Mais ça, c'est les grandes villes. Non, n'importe quel maire, qui peut cumuler avec d'autres postes, s'il n'est pas patron de l'institution, c'est la loi sur le non-cumul, il peut monter jusqu'à 8 000 €. Alors je voudrais finir quand même, Vincent Jauvert, je voudrais finir, et je sais que nous avons beaucoup d'auditeurs et je les remercie et on continuera évidemment à parler avec eux, mais je crois qu'il y a quelque chose, on en a parlé la dernière fois qu'on vous avait reçu, et vous dites ceci à la fin de votre livre, pas plus qu'il n'a institué, enfin en parlant de Macron, l'obligation pour tout fonctionnaire élu à un mandat national ou local d'importance de démissionner de la fonction publique
publique. Ce serait pourtant une réforme à la fois très simple, un texte de quelques lignes et révolutionnaire. Ce serait la fin du mélange des genres, de cette confusion des pouvoirs qui s'est installée depuis la naissance de la Ve République. Alors il faut faire quoi concrètement? Vous dites il faudrait faire quoi? C'est d'une simplicité biblique. On fait comme ont fait les Anglais. On prend un texte de loi d'une ligne. Tout fonctionnaire qui décide d'entrer en campagne électorale, même pas élu encore, tout fonctionnaire qui décide d'entrer en campagne électorale, c'est ce qui se passe en Grande-Bretagne, doit démissionner de la fonction publique. Et il ne peut pas retourner. Ou pas? S'il n'est pas élu, pourquoi pas? S'il n'est pas élu. Mais s'il est élu, il démissionne. Non, s'il n'est pas élu, bien sûr, il peut retourner on peut retourner dans le privé. Oui. Mais, et alors, vous vous rendez compte? Chirac, Jospin, Balladur, Hollande, Macron, Philippe, Castex, tous ces gens-là qui ont vécu sur leur statut de haut fonctionnaire et continuent de vivre, sauf maintenant Emmanuel Macron qui a démissionné, c'est le seul de tous ceux que je viens de citer. Peut-être qu'ils ne seraient pas entrés en politique. Et peut-être qu'on aura un personnel politique totalement différent. Et moi, je pense qu'on a besoin aujourd'hui d'un personnel politique totalement différent. Eh bien, écoutez, on verra. Qui vivra verra, et surtout qui votera verra. Et le mot de la fin montre bien la teneur de votre livre, La Mafia d'État, qui est en librairie aux éditions du Seuil. Merci Vincent Jauvert. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur YouTube. Évidemment, les sujets dont on a parlé avant, notamment le pass sanitaire. Et puis tout de suite, Brigitte Lahaye.